RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture ou la viticulture en question. Bonjour Jean-Marie Lette qui est notre invité du jour. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Alors nous attaquons une nouvelle saison Jean-Marie, et quand une nouvelle saison RCF démarre, c'est souvent le début de la fin d'une saison agricole. Alors aujourd'hui, la question qu'on va vous poser Jean-Marie, vous qui êtes un expert de l'économie agricole, ingénieur agricole, ancien responsable du conseil des équipes conseil chez CDER, la question que je vous pose, alors cette moisson, comment c'était ? Mais peut-être qu'avant de parler de la moisson, il faut toujours se rappeler dans quelles conditions les cultures ont grandi. Alors voilà, on peut faire un petit flash météo avant de parler des résultats. Effectivement, une campagne agricole, ça commence au mois de septembre. Voilà. Pour l'année suivante. Donc la campagne 2025, elle a démarré en agriculture au mois de septembre 2024. Et si vous vous souvenez, l'automne 2024 a été extrêmement pluvieux. Énorme. La pluie en 2024, tout le monde s'en souvient. On a dépassé tous les records. Tout le mois de septembre, l'été bien sûr, a été très pluvieux, et le mois de septembre également, et presque jusque fin octobre. Si bien que les semis ont été faits en retard l'an passé. Impossible de rentrer dans les champs. Impossible de rentrer dans les champs tellement c'était pluvieux. Donc on a des semis qui ont été faits plutôt sur fin octobre et novembre, alors qu'habitude les blés notamment sont semés et les escourgeons sont semés plutôt en début d'octobre. Heureusement, ensuite il y a eu des températures douces qui ont permis une levée homogène et rapide des cultures d'automne. Donc grâce à la douceur de l'hiver, une bonne levée malgré des semis tardifs. Voilà. L'hiver, il a été doux, pluvieux également, et a suivi à cet hiver un printemps doux et ensoleillé. Excellent pour la végétation. Excellent pour la végétation. Les cultures ont avancé très vite, dans des bonnes conditions de luminosité, avec un rayonnement plutôt supérieur à la moyenne, un bon rayonnement. Mais les choses ont commencé à nous préoccuper avec une météo et une sécheresse qui est apparue assez tôt. Voilà. Par contre, le printemps, il a été très sec et on a commencé à parler de déficit hydrique dès le mois de mai. Alors que les nappes phréatiques étaient à plein. Voilà. Chargées au maximum. Il avait plu tout l'automne et tout l'hiver. Donc, effectivement, il y a certaines terres, on va dire, qui sont sensibles au déficit hydrique, qui ont de faibles rétentions en eau, dans les cultures, ont souffert sur ces terres-là. Dans notre région, c'est surtout quel secteur, ça ? Alors, dans notre région, c'est surtout le Perthois, notamment Perthois-Gréveux. Et le Barrois. Et le Barrois, plus au sud, effectivement. En gros, les vallées de rivière aussi, les vallées de l'Aisne. Oui, et puis les terres très argileuses également sur le côté est ou le côté ouest, bien que ce soit un peu plus tempéré. Mais enfin, nous, on rappelle quand même que l'agriculture dont on parle, c'est l'agriculture champardonnaise, dans laquelle à peu près les 2/3 de la surface est sur un support de craie. Voilà, qui lui par contre est beaucoup moins sensible au déficit hydrique que ces terres-là. Alors le sec, ça a bien sûr quelques inconvénients au niveau des cultures, mais ça a aussi quelques avantages, c'est que les maladies se sont peu développées et les insectes également étaient assez peu présents. Et on le verra tout à l'heure lorsqu'on examinera les charges, ça a permis aux agriculteurs de réduire finalement le nombre de fongicides et d'insecticides qu'ils ont dû mettre en place. Donc assez peu de maladies, une végétation qui n'a pas été contrariée par tout ça, et des économies, on le verra un peu plus tard, qui ont été réalisées en matière de coûts de traitement. Exactement. Alors, on a quand même subi au mois de juin, c'était à la mi-juin,
des températures très très chaudes, de plus de 30 degrés. On a eu 2 ou 3 jours mi-juin de plus de 30 degrés. On sait que des températures de 30 degrés sur des cultures encore en verre, eh bien ça provoque de l'échaudage. Les grains ont du mal à se former. Et à ce moment-là, on entendait les agriculteurs qui disaient mais tout va griller. Voilà. C'est vrai, des températures de 30 degrés, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et plusieurs jours de suite en plus. On a eu 3 jours au moins de grosses températures. Et finalement, on va le voir tout à l'heure en examinant les rendements, ça a eu assez peu de conséquences, tout simplement parce que les stades critiques étaient déjà passés. Comme les cultures étaient plutôt en avance, eh bien ces grosses températures n'ont pas eu d'effet, on va dire, échaudant, comme c'est le cas certaines années. Alors tout ça a fait que finalement, on a eu une moisson précoce. Voilà, on a eu une moisson précoce, il faut s'y habituer maintenant, c'est de plus en plus souvent, mais la moisson a commencé au mois de juin. Sur les escourgeons. Sur les escourgeons, et pratiquement au 14 juillet, la moisson était terminée. Les colzas, sauf sur certaines régions et certaines exploitations, mais on va dire que le gros était fait à mi-juillet. Donc il a fait beau temps pendant les 3 semaines de moisson, sauf une petite période pluvieuse. Oui. Donc on a commencé avec du beau temps, une petite période pluvieuse et ça, on a terminé avec du beau temps. Ça a permis de faire les dernières maturités tranquillement. Il n'y a pas eu de stress, on va dire, de temps au cours de la période de moisson. Alors, est-ce qu'on peut parler des rendements ? Oui. Alors, les rendements, ils ont agréablement surpris les agriculteurs. Ils ne s'attendaient pas à avoir des niveaux de rendement des rendements de ce niveau-là. Surtout que ces rendements se sont accompagnés de bonne qualité, que ce soit la qualité boulangère pour les blés ou que ce soit la qualité brassicole pour les escourzons et les georges de printemps. Et je crois qu'on a même entendu des chiffres assez surprenants, mais avec des écarts. Alors, oui, bien évidemment, comme chaque année, il y a de gros écarts, y compris dans les exploitations. La moyenne du rendement blé en Champagne, elle est autour de 90 quintaux. Donc c'est plutôt quand même un bon rendement. Plutôt une bonne année. Et elle est de 85 quintaux dans les régions un peu plus périphériques, un rendement souvent inférieur. Oui. Donc c'est bon dans les régions périphériques, et c'est aussi une bonne année en Champagne. Voilà, donc agréablement surpris, avec des écarts, comme vous l'avez dit, dans la même exploitation, ça peut aller de 70 quintaux à 110 quintaux, selon les parcelles, selon les variétés, selon les dates de semis. Voilà, toutes ces choses-là ont contribué à faire des écarts de rendement importants. Sur le colza ? Alors le colza, les rendements sont également très satisfaisants. On est tout proche de 42 quintaux, que ce soit en Champagne ou en région périphérique. Et là, ce qu'on peut dire sur le colza, il y a 2 choses. Il y a eu très peu d'attaques d'insectes. Donc ça, c'est quand même très favorable. Et la deuxième chose, c'est que la période de floraison, elle s'est faite sous le soleil. Et ça, en général, c'est profitable pour le colza quand il y a de la luminosité pendant la fleur. Et là, ça fait du fruit, ça fait de la graine. Exactement. Déception, s'il en faut... Oui, déception, oui. S'il en faut une, c'est l'orge de printemps. L'orge de printemps. Alors laquelle l'orge de printemps ? Celle qu'on sème à l'automne ou celle qu'on sème au printemps ? Voilà, effectivement, de plus en plus, les agriculteurs sèment de l'orge de printemps au mois de novembre, notamment avec le réchauffement climatique et le fait que les hivers sont de plus en plus doux. Les agriculteurs prennent le risque d'anticiper les semis d'orge de printemps qui est sensible au gel important. Et cette année, bravo pour ceux qui ont pris ce risque-là, puisqu'ils ont fait des rendements qui approchent les 100 quintaux en orge de printemps, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Voilà. Alors, c'est les vraies orges de printemps. Alors, les vraies orges de printemps. Celles qu'on sème au mois de mars. Voilà. Celles-ci, par contre, elles ont été semées dans le sec. Elles ont eu tout le printemps sec. Elles ont manqué d'eau, et il y a effectivement des rendements qui sont assez moyens, autour de 68 quintaux l'hectare, ce qui est pas exceptionnel. Donc en fait, globalement, pour les récoltes d'été, les cultures d'automne récoltées en été, c'est une bonne année. Oui.
C'est une bonne année. C'est une bonne année. C'est un peu moins bon pour les cultures semées en printemps, récoltées en été. Voilà. Donc il s'agit de l'orge de printemps. Voilà. Et puis également un petit peu tout ce qui concerne les pois, les protéagineux, les lentilles. Toutes ces cultures-là, elles ont souffert. Elles ont quand même un peu souffert. Souffert de la sécheresse, et c'est des rendements moindres, mais elles ne représentent pas des gros pourcentages dans les assolements. Alors, parlons, on y est presque, des récoltes d'automne. Alors, les récoltes d'automne, eh bien, elles se présentent également plutôt bien. Elles se présentent bien, pourquoi ? Parce qu'il y a eu quand même des orages cet été. Il y en a eu un peu partout. Il y a eu de l'eau quand même assez régulièrement au cours de l'été, si bien que les cultures d'automne, elles ont profité de ces différents orages. Alors bien sûr, il y a peut-être quelques petites zones où on a manqué d'eau. Oui, on voit quand même des champs de betteraves qui ont terriblement souffert. Alors on voit des champs de betteraves qui ont souffert. Attention, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est des rangs jaunes. C'est pas des problèmes de sécheresse, c'est des problèmes de pucerons. Alors, parlons-en un petit peu. Oui. C'est les fameux néonicotinoïdes. Néonicotinoïdes, oui. Alors ceux-là, on en a pu beaucoup parler, mais on a parlé à la place d'un autre truc qui s'appelle l'acétamipride, je crois. Qui est un néonicotinoïde. Donc c'est la même chose, en gros. C'est la même chose. Et c'est la même chose parce que ce soit l'un, que ce soit l'autre, ça permet d'avoir une culture de betterave protégée contre les attaques de pucerons qui provoquent la jaunisse. Exactement. Donc ce qu'on voit dans les champs de betteraves actuellement, des grands ronds jaunes, ce sont les attaques de pucerons. Voilà, les attaques de pucerons en fait du printemps, eh bien ils se manifestent aujourd'hui, avec des betteraves qui jaunissent et qui dépérissent dans les champs. Parce qu'aujourd'hui, là, on a commencé à récolter les betteraves. Ça a commencé, effectivement. Les usines ouvrent cette semaine. Et les prévisions de récolte sont plutôt bonnes en betteraves. On attend de l'ordre de 90 tonnes hectares, ce qui est une bonne année, une année correcte. Mais heureusement qu'il n'y a pas eu d'attaque de pucerons plus importante. Exactement. Heureusement qu'on n'a pas eu d'attaque de pucerons. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même des densités de sucre qui sont importantes dans les betteraves. Grâce à cet été ensoleillé que nous avons eu. Tout à fait. Les maïs se présentent plutôt bien également. Les maïs se présentent plutôt bien également. On attend des rendements proches de 100 quintaux l'hectare. Ça ne sera pas le niveau de l'an passé qui avait été exceptionnel, mais on a des niveaux qui sont également corrects en maïs. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de toutes les cultures de cette saison 2025. On arrive à la foire, c'est là où on fait le bilan, et quand on fait le bilan, les échanges qu'il y avait entre agriculteurs, c'est de dire on a fait une bonne année, en termes de rendement. Et pour savoir si c'est une bonne année en termes de revenus, il faudra nous écouter dans la prochaine émission. À très bientôt sur RCF, au revoir à tous. À bientôt.